frapper une fois. Je vais frapper une fois. Bien. Chers collègues, je vous propose de commencer l'ordre du jour de ce conseil communal du 26 août 2024, en vous demandant de bien vouloir excuser les absences de nos collègues Hervé Rigaud, Éric Van Mechelen et Laurent Maure. Je ne vois. S'il vous plaît. Excusez-moi, Président. Et peut-être Benjamin Le Suisse, parce que je n'ai pas eu de nouvelles. Et François Wilmot arrivera dans quelques... Alice arrivera sous peu et Françoise, pour le moment, est excusée aussi. Voilà. Merci. Donc, nous pouvons passer au premier point. Stéphanie, culte, fabrique d'église Saint-Pierre. Oui, je dois d'abord vous demander l'autorisation d'ajouter 2 points à l'ordre du jour. 2 points donc qui sont demandés par... On ne doit pas le faire? Ils sont déposés dans les règles. Ah, ils sont déposés après? On ne doit pas le demander avant? Ils ont été communiqués à tout le monde. Eh bien, voilà. Parce qu'avant, on accepte. Ah oui. On peut le faire. 2 points donc à l'ordre du jour supplémentaires. Points 11 et 12 introduits par Lionel Henrion. Est-ce que vous acceptez? Oui? Mais voilà. Alors, nous passons au premier point de l'ordre du jour, donc les cultes. Fabrique d'église Saint-Pierre, budget 2024, modification budgétaire numéro 1, prorogation du délai de tutelle. Il s'agit d'une ratification. Donc, tout simplement, dans le cadre de la modification budgétaire numéro 1 de la fabrique d'église Saint-Pierre, vous savez qu'on a la tutelle spéciale d'approbation sur les travaux budgétaires des fabriques d'église. Et donc, les travaux budgétaires nous sont parvenus... le chef diocésain a rendu son avis le 28 juin. Toujours est-il que nous avons reçu la décision du 7 août et que dans le cadre de la tutelle, nous avons un nombre de jours pour nous positionner. Et donc, c'est pour ça que nous avons décidé de proroger le délai collège communal puisque le conseil ne se réunissait plus d'ici là. Donc, on a prorogé le délai de 20 jours comme on le fait de temps en temps, en sachant que on en reparlera au point 2. Donc, c'est juste une ratification de la prorogation de délai de tutelle. Merci. Y a-t-il des questions? Non? Je peux considérer que c'est unanime? Ok, merci. Nous passons au point 2, toujours Stéphanie, culte, fabrique d'église Saint-Pierre encore, budget 2024, modification budgétaire 1, réformation, il s'agit d'une décision à prendre. Et donc là, il y a vote. Merci. Donc, il s'agit du point précédent, la modification budgétaire numéro 1. Vous voyez que l'historique est relativement long. Rappelez-vous, nous avions réformé le budget de la fabrique d'église et puis la tutelle était revenue en arrière, donc on avait dû ajouter des montants en tant que réformation sur le budget extra. Toujours est-il qu'ici, par rapport aux montants qui ont été inscrits, nous avons décidé de diminuer le montant de la subvention inscrite à l'extra. Donc, on passerait de 82 660, l'évêché est passé à 74, nous proposons 48 000 €, parce qu'on n'y voit pas clair. Donc, ce sont des subsides extra qui sont liés à l'état sanitaire de la fabrique d'église. C'est un dossier qui est sur la table depuis longtemps. Nous
avons investi pas mal d'argent, mais on n'y voit pas clair par rapport aux travaux qui sont proposés. Donc nous proposons 48 000, en sachant que, voilà, en fonction de l'évolution du dossier, donc une réunion va être planifiée avec la Fabrique d'église et un plan d'investissement sera établi. Donc en fonction de ça, on verra bien le montant qui sera adapté. En tous les cas, toujours est-il que nous proposons une réformation du subside extra dans l'attente d'informations complémentaires, avec une adaptation de l'alimentation du fonds de réserve qui va avec, puisqu'il était quand même décidé d'augmenter le subside extra de la commune avec une alimentation du fonds de réserve, donc l'alimentation s'éteint. Merci. Question, Yves? Merci. Une question qui est un peu en aparté, et je demanderai par avance à Stéphanie de m'excuser de la poser si elle n'a pas la réponse, mais la connaissant, je suppose qu'elle l'a. Par rapport à la fabrique d'église Saint-Pierre, il est régulièrement fait écho du projet de rénovation des orgues. Et donc ma question est double. Les orgues de l'église Saint-Pierre appartiennent-ils à la fabrique d'église et en tant que tels sont-ils gérés par la fabrique d'église? Et considérant le budget particulièrement important dont il est question pour la rénovation de ces orgues, j'imagine qu'il n'interviendra pas nécessairement sur le seul budget de la fabrique d'église et qu'il ait fait appel à différents types de subsidiation. Donc ma question à ce propos est, en avez-vous parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se construit de manière concrète sur le sujet? Et à nouveau, désolé si je suis en marge du point précis qui est soumis au vote aujourd'hui. Merci. Oui, mais c'est vrai que vous n'étiez pas là au précédent conseil, parce que je veux dire, on en a discuté. Oh, Jacques, tu veux peut-être, parce que c'est le dossier de Jacques, je vais lui laisser prendre la parole, mais on en a parlé au précédent conseil, c'était inscrit en MBA pour les orgues. Oui, donc la réfection des orgues de l'église Saint-Pierre coûte au moins 170 000 €. La fabrique d'église possède, je ne sais plus le montant de mémoire, c'est 40 ou 50 000 € jusqu'à présent. Oui, 40 000 € jusqu'à présent. Et nous avons proposé, dans le cadre d'une négociation relative au projet plus global de l'aménagement de tout ce coin de Warem, de rachat en tout cas de certaines parcelles, nous avons proposé d'inscrire à l'extraordinaire 40 000 € pour notre contribution à la réfection des orgues, ce qui ne nous amène pas encore à 170 000, mais les responsables nous ont dit que, moyennant cet apport-là, il ne leur serait pas trop difficile de convaincre des sponsors, qu'ils soient privés ou publics, de compléter le montant nécessaire. Ce que je pense, ce qui sera fait et répond aux souhaits de la majorité de la population qui fréquente l'église et qui aime la musique des orgues. Ce serait dommage de laisser se dépérir ces orgues-là, qui sont remarquables et dont il n'existe qu'un semblable, je pense que c'est Taoui. Voilà. Oui, on doit prendre une décision ici, donc qui est favorable? Unanimité, merci. On passe au point 3, toujours fabrique d'église, mais Saint-Michel-Longchamp, budget 2025, projet de délibération à soumettre. Il s'agit d'une décision à prendre.
Oui, merci. Donc, c'est les derniers travaux budgétaires à approuver aujourd'hui. Donc, c'est déjà le budget 2025 de la fabrique d'église Saint-Michel-Longchamp. Ben voilà, avec la pérennisation des crédits budgétaires. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'intervention communale ni à l'ordinaire ni à l'extra, avec un budget équilibré de 11 803 €. Donc, nous vous proposons l'approbation. Sans remarque. Merci. Y a-t-il des remarques? Non? Je peux considérer que c'est unanime? Oui? Merci. Alors, on passe au point 4, finances. Projet d'acquisition par la zone de police SB d'un bâtiment rue du Tram. Ici, il s'agit d'une information qui est demandée, souhaitée par le conseil de police. Une information donc à donner à tous les conseils communaux des communes, des 9 communes donc faisant partie de notre zone de police. On en parle depuis longtemps, vous connaissez le dossier, donc je ne vais pas m'étendre. Une partie de notre zone de police est installée rue du Tram, dans les bâtiments de l'ancienne gendarmerie. Ces bâtiments jouxtent à un autre bâtiment de 4 grands appartements, propriété de la Régie des bâtiments qui nous a sollicité il y a déjà plusieurs mois en privilège pour connaître notre intérêt à une acquisition de ceux-ci. Nous avons négocié depuis ces quelques mois, espérant à un certain moment même passer par un bail emphytéotique, mais voilà, nous procéderons à un achat pur et simple. Cette acquisition permettra, lorsque les appartements seront aménagés et que la coordination sera établie avec le bâtiment actuel, cette acquisition permettra un regroupement de l'ensemble des forces de police de la zone. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de prendre acte de la délibération du collège de police du 9 mai 2024, qui approuvait donc cette acquisition. Prendre acte de la volonté de la zone de police SB d'acheter les 4 anciens appartements de fonction du personnel de l'ancienne gendarmerie, jouxtant ces locaux situés rue du Tram 6 à Warem. L'acquisition pour cause d'utilité publique au montant estimé à 730 000 € hors frais est examinée avec l'aide du comité d'acquisition. Et deuxièmement, de prendre acte de l'objectif d'affectation ultérieure des 10 bâtiments après transformation pour y centraliser les services de la zone de police, actuellement logés avenue Edmond-Le-Burton, numéro 3 à Warem. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Merci, Monsieur le Président. Petite question pour se projeter dans le temps, donc si ce projet se concrétise, est-ce que le conseil de police a déjà démarré des réflexions sur le bâtiment ici, avenue Le Burton? Quelle serait sa finalité? Est-ce que ça resterait occupé par la zone de police? Est-ce que ça reviendrait à une autre utilité publique, ou est-ce qu'il serait revendu? Oui, pardon, décidément. Le bail emphytéotique qui lie la ville de Warem à la zone de police, ici avenue Edmond-Le-Burton, prend fin en 2028. Et bien, il est évident que si nous acquérons, je parle en tant que zone de police, les bâtiments de la rue du Tram, c'est pour regrouper
toutes les forces, y compris même du personnel faisant partie actuellement des bureaux dans les diverses communes. Et il n'y a pas encore d'affectation envisagée pour le bâtiment ici à avenue Edmond-le-Burton, qui est évidemment propriété de la ville, comme je viens de le dire. Mais pour répondre encore plus clairement, la zone de police, plus personne de la zone de police ne devrait rester évidemment dans ces bâtiments. Autre question? Non? Nous pouvons... Oui? Oui, merci. J'avais la même que celle présentée par mon collègue, donc je ne la reproduis pas. Et puis, étant membre du conseil de police, j'avais la réponse. Mais pour la bonne information des citoyens, il me semble opportun qu'elle soit posée de la même manière que, et ce fut largement bien explicité par le président, mais le montant qui a été cité est bien le montant d'acquisition par la zone de police, dont la ville de Waremme payera une quote-part à hauteur de sa participation à la zone de police. Et donc, le montant évoqué n'est pas un objectif de dépense pour la ville, mais bien pour la zone de police. Exactement. Autre question? Non? Qui est... Ah ben non, c'est une information après tout. Hein, donc, voilà. Merci. Nous passons alors au point 5, et là c'est Julien, marché public, AIDE, accord cadre portant sur la réalisation des différents essais et analyses éventuellement nécessaires lors des études des projets communaux 2024-2028, adhésion à la centrale d'achat. Julien. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Donc voilà, effectivement, ici, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des travaux d'assainissement de l'égouttage ou des nouveaux égouts ou alors des réaménagements de voiries, des études de sol, d'assainissement doivent être réalisées, des essais géophysiques, géotechniques et ainsi de suite. Et donc, l'AIDE nous propose ici d'adhérer à leur centrale d'achat pour une durée de 4 ans, donc 2024 jusqu'à 2028, et ce qui nous permettra simplement d'avoir des prix plus intéressants pour faire ce genre d'essais et d'analyses qui sont de toute manière obligatoires. Donc voilà, nous vous proposons donc d'adhérer à titre gratuit, c'est important, et donc pour la durée équivalente à l'accord cadre, donc c'est-à-dire jusqu'en 2028, à la centrale d'achat de l'AIDE, pour les marchés de services ayant pour l'objet les essais géotechniques, géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol liées à des projets d'assainissement ou des projets communaux. Voilà. Merci. Question? Non? Unanimité? OK. Nous passons alors au point 6. Raphaël, travaux à l'Académie, remplacement des chaudières, procédure de passation et conditions. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez pu le voir dans le cahier des charges, l'objectif est de remplacer les chaudières de l'Académie, la chaudière de l'Académie, pour un montant TVA comprise de 41 714,75 €. C'est un marché par procédure négociée sans publication préalable, et cela est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2024. Vous me demanderez peut-être pourquoi cela ne fait pas partie de la rénovation énergétique globale du pôle culturel, mais il n'est pas possible de se faire subventionner les différents systèmes de chauffage dans le PNRR, donc dans les exercices de subsidiation actuels. Voilà. Merci, Raphaël. Y a-t-il des questions? Non? Oui, David. Par rapport justement, est-ce qu'on n'avait pas parlé qu'on ne parlait plus de prix à un moment donné, vu que c'est ma question aussi. Ouais. Et ici, on vient de soulever le prix. Donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais... C'est un montant estimé. Ouais, mais
Voilà, je pense qu'on avait dit C'est qu'on en le directeur parlerait général qui me le souffle. Je précise quand même que toutes les pièces sont sur Internet, donc c'est quand même pas très compliqué pour ceux qui... Et au Pas budget. des annexes. Et au budget. Bah, c'est le projet de délibération. plus. Donc, voilà. Tout le monde est favorable? Oui, merci. Alors, donc, je vous propose, puisque vous avez marqué votre accord, de passer maintenant à l'examen des points 11 et 12. Nous terminerons ensuite l'ordre du jour public par les questions orales. Donc, je donne la parole à Lionel pour son point relatif au compte de l'exercice 2023 de la ville. Merci, Monsieur le bourgmestre. Un point parce que je trouvais utile effectivement d'amorcer une petite discussion entre nous, puisque vous avez remarqué comme moi que à ce jour, 26 août, nous ne disposons toujours pas des comptes de l'exercice 2023 de la ville. Or que si j'ai bien interprété la législation, pour le mois de mai, ces comptes doivent être soumis à l'examen du Conseil communal et ensuite intégrés dans les modifications budgétaires qui ont été votées donc le mois passé en juillet. Et c'est à cette condition que finalement on obtient, donc en injectant le résultat de l'année 2023 dans le budget 2024, une meilleure visibilité sur la trajectoire budgétaire pour le reste de l'année à venir. Donc c'est assez ennuyant à ce jour, alors qu'il reste quelques mois à courir dans l'année, de ne toujours pas avoir de vue sur le résultat de l'exercice passé et donc d'être dans une espèce de flou au niveau de la gestion du budget. Alors, j'ai bien conscience, et j'imagine que ça fait partie de vos réponses, que pendant plusieurs mois, nous avons eu un directeur financier temporaire ou intermittent, vais-je dire, qui officiait pour la ville à raison de 1 jour par semaine, et que, vu l'importance de la fonction, nous sommes bien d'accord qu'un jour semaine ne permet pas de s'acquitter de l'ensemble de la fonction et notamment peut-être de réaliser ces comptes. Il y avait probablement d'autres urgences à réaliser, comme peut-être des paiements de fournisseurs, de salaires et des tas d'autres choses. Mais mon point ici va un peu plus loin, enfin c'est son ambition, puisque vous étiez bien conscient que pendant plusieurs mois, vous n'alliez avoir que les services d'un directeur financier à raison de 1 jour semaine. Et donc, comme nous sommes bien d'accord que payer une personne 1 jour semaine, ça permet de faire des économies par rapport à quelqu'un qui serait là en permanence, je me posais la question de comment vous aviez envisagé d'investir ces économies. Je pensais notamment au fait que lorsqu'il y a quelques années, nous avons eu des soucis sur la lisibilité comptable du centre sportif, on a tout de suite eu recours à un réviseur d'entreprise qui est venu nous rendre un rapport et puis on a pu faire la clarté et éventuellement amener les corrections qui s'imposaient. Est-ce qu'une mission de ce type-là n'était pas envisageable ou, d'une manière ou d'une autre, un certain soutien à l'équipe pour permettre d'avancer et d'avoir une qualité comptable et budgétaire à la hauteur de la gestion de la ville? À défaut, comment a été votre attitude au niveau de la stratégie du budget pour pallier à cette visibilité? Je vous remercie. Je donne la parole à Stéphanie. Oui, merci. Merci Lionel pour ton point à ajouter à l'ordre du jour. Je crois qu'il est tout à fait louable de s'interroger effectivement sur le vote du compte 2023. En sachant que sur base de tes interrogations, c'est vrai que pas mal d'informations t'ont été transmises par Monsieur le Directeur Général et je le remercie pour sa disponibilité et ses éclaircissements. On n'a pas eu de directeur financier pendant 2 mois.
c'est pas plusieurs mois, c'est pendant 2 mois. C'est vrai qu'on a, enfin, comme vous le savez, on a accéléré la procédure pour engager un nouveau directeur financier qui n'était plus celui-là faisant fonction, parce que c'est vrai que le directeur financier faisant fonction a décidé de mettre fin à ses fonctions. Donc on a vraiment accéléré la procédure, et c'est vrai que, vous le soulignez, nous avons dû fonctionner pendant 2 mois avec un directeur régional financier qui, comme vous le soulignez encore, s'est occupé de la gestion courante, effectivement, du paiement des fournisseurs, parce que pour moi c'est une des choses les plus importantes, le paiement des salaires. Donc voilà, il y avait toute une série de choses à accomplir qui effectivement surpassaient en tous les cas l'élaboration du compte 2023. J'entends bien que les résultats du compte sont importants par rapport à notre vie communale, mais toujours est-il que les modifications budgétaires ne dépendent pas de l'approbation du compte. J'entends bien que c'est pour avoir une meilleure visibilité et vue d'ensemble, mais nous continuons à travailler, nous continuons à voter une modification budgétaire qui était purement technique au mois de juillet pour la plupart des crédits, répondre au plan wallon d'investissement et, en tous les cas, modifier les crédits à l'extra. Nous avons décidé de ne pas toucher à l'ordi, hormis 2 dépenses de transfert, l'une liée à la mise en œuvre de la convention avec le foot et l'autre pour une avance récupérable à la SBL La Diablotine parce qu'il y avait urgence. Mais sinon, nous continuons à travailler. Alors, j'entends bien que c'est un élément qui est important, mais c'est vrai que le directeur financier actuel a pris ses marques. Il le fait de façon remarquable, je trouve, et l'équipe est au complet. C'était l'élaboration d'un compte. On ne peut pas demander à l'équipe seule de s'en charger, et je m'en voudrais de faire appel à une équipe de réviseurs qui coûte extrêmement cher. En tous les cas, sachez que le compte 2023 sera bientôt à l'ordre du jour du Conseil communal, en sachant que nous avons obtenu aussi du ministre de tutelle une prorogation. Donc, on s'est quand même assuré auprès de la tutelle du ministre de tutelle des pouvoirs locaux que nous pouvions postposer, vu la situation exceptionnelle de la situation. Alors, par rapport à la trajectoire, vous en parliez également, et à la vision qu'on peut avoir, c'est vrai que cette notion de trajectoire budgétaire, nous ne l'avions pas il y a quelques années. Je crois que c'est un choix qui a été posé du collège communal à travers le plan de gestion, d'avoir cette vision stratégique. Et c'est vrai que c'est une pièce pour moi très très importante pour nous permettre effectivement de quantifier notre marge de manœuvre. Cette trajectoire vous avait été envoyée lors de l'élaboration du budget initial 2024, en sachant que beaucoup de postulats soit n'avaient pas été validés par le collège parce qu'il y a des postulats politiques à intégrer dans ton tableau de bord, soit des éléments qui devaient être adaptés au fur et à mesure. Il y a des éléments positifs à intégrer dans la trajectoire et des éléments négatifs. C'est pour ça que j'ai sollicité une réunion avec le CRAC. Nous sommes allés au Centre régional d'aide aux communes avec le directeur financier pour repartir d'une base saine au niveau du budget 24. Parce qu'avec des éléments faussés, la trajectoire est faussée et peut amener à des résultats très différents. Donc cette trajectoire, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous la présenter ou qu'on veut faire de la rétention d'informations. Moi-même, je ne l'ai pas. Mais le PV de la réunion vous a été transmis, Monsieur Henrion, et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui doivent être modifiées. Le directeur financier s'y attelle, et donc je l'attends impatiemment aussi pour nous permettre de déterminer notre vision stratégique à long terme. Je suis tout à fait d'accord, c'est un élément essentiel. En sachant que, allez, il faut quand même être de bon compte. Notre boni global est assez confortable. Nous sommes toujours à l'équilibre à l'exercice propre. Il se fait que nous avons, dès que nous le pouvions, et nous l'avons fait, alimenter nos fonds de réserve, nos provisions et nos fonds de réserve à l'ordi et à l'extra, et que allez, la position du collège, c'était de se dire
parce que la vision stratégique, elle est aussi dans notre DPC, dans le PSTA. On n'augmente pas les taxes qui touchent le portefeuille du citoyen. Nous maintenons un volume global de l'emploi. Nous traduisons notre politique du personnel via le plan d'embauche qui est annexé tous les ans au budget. Alors c'est vrai qu'il y a un cadre à redéterminer, un organigramme, mais ça, monsieur le directeur général est en train de s'y atteler, en sachant aussi qu'en matière de dépenses de transfert, la marge de manœuvre n'est pas très importante, mais nous maintenons nos subsides en fonction des besoins de chaque entité, et nos dépenses de fonctionnement sont contenues, en tous les cas, le plus possible. Donc, c'est vrai que la vision stratégique, pour le moment, oui, elle dépend en partie de cette trajectoire budgétaire, mais pas que, j'ai envie de dire, les postulats sont là et ils sont déterminés lors du budget initial. Mais il est vrai que l'intégration du compte nous permettra de remanier cette trajectoire, en sachant, je le dis, qu'il y a des postulats, 6 millions d'investissements par an, des mises en provision tous les ans de 350 000 €. Tout ça grevait notre trajectoire, et donc moi je voulais repartir d'une base saine, et voilà. Je ne peux plus répondre, moi, après. Si, il y a débat, oui. Merci, Stéphanie. Autres participants? Oui, Lionel. Merci. J'entends bien la réponse. Je suis content qu'on partage quand même le fait que c'est un élément essentiel que d'avoir une transparence totale. Par contre, ce que je déplore quand même, c'est que, bon, on s'entend bien, la discussion est courtoise, mais on a quand même un rôle ici, en ce qui concerne le groupe Warem Alternative, en tout cas de contrôle du travail du collège et de la majorité. Et je veux bien croire que nous sommes en bonne globale et que nous sommes en équilibre à l'exercice propre, mais je n'ai absolument aucun élément qui me permet de le vérifier, encore moins de le voir. Donc c'est une situation où je suis assez mal à l'aise quand même. Et donc je ne demande qu'à vous croire par rapport à ces éléments-là, et j'espère vraiment alors que les modifications budgétaires à venir, lorsque les comptes 2023 auront été obtenus, ne nous réserveront pas de surprises, ou en tout cas pas de mauvaises surprises. Et pour le reste, je me demande quand même si l'attitude du collège dans la gestion plutôt des ressources humaines au niveau des directeurs financiers a été vraiment optimale, parce que il y a peut-être eu un petit peu de dureté lorsqu'on a validé le budget, et au final, eh bien, on se retrouve tous ici un peu le bec dans l'eau avec cette vacance qui est là. Donc, si j'ai peut-être une proposition à formuler, je maintiens les suggestions que j'ai faites dans mon point. Pourquoi peut-être pas via un réviseur d'entreprise? C'était juste un exemple que je prenais, mais il peut y avoir d'autres formules de soutien à l'équipe en place et au directeur financier, qui, c'est super si on est très satisfait de lui quelques semaines après qu'il ait pris sa fonction, mais malgré tout, je crois que c'est une fonction qui est extrêmement stratégique, importante, qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère, et donc je maintiens quand même ma suggestion d'offrir un renfort temporaire pour qu'on puisse, exactement comme tu viens de le dire Stéphanie, repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est que mon avis. Merci. Et merci pour la réponse à ce point. Merci Lionel. Stéphanie. Pardon, Frédéric. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais aussi partager effectivement la question et l'inquiétude de M. Orion, parce qu'effectivement, en fait, c'est l'ensemble des conseillers communaux qui sont là pour travailler et vérifier les travaux du collège, ce que nous faisons à chaque conseil communal. Et donc, je voulais souligner que cet aspect des choses, ce n'est pas qu'un seul groupe politique, mais l'ensemble, effectivement, des conseillers communaux qui font ce travail. Premier point. Deuxième point, je comprends un petit peu les difficultés qui ont eu lieu. Vous êtes venu, le collège, régulièrement nous en faire part. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est aussi au niveau de la tutelle. Je pense que les communes se trouvent un petit peu avec des procédures très complexes
pour faire les engagements et pour pallier aux trous dans les administrations, et notamment, et ça je rejoins le conseiller communal, M. Henrion, dans des fonctions extrêmement importantes qui sont celles du budget. Et c'est vrai que je m'étonne moi aussi que ce soit la région ou la province devrait mettre en place des procédures beaucoup plus souples, des mécanismes qui préviennent justement ce genre de situation, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on a constaté à Warem? C'est que soit nous avons un directeur financier qui est excellent, mais il passe des examens et donc, je le comprends, il prend des autres fonctions, soit on nous propose une solution de demi-mesure, c'est-à-dire des gens qui viennent faire la fonction, mais à moitié, et pour une ville comme Warem, effectivement, je rejoins tout le monde, le timing n'était pas suffisant, soit il faut faire une procédure de recrutement, mais qui prend le temps nécessaire, avec les lourdeurs et parfois les difficultés qu'une commune seule doit assumer cette procédure, alors que je trouve que des réserves de recrutement au niveau de la région ou de la province seraient effectivement beaucoup mieux. Donc, en résumé, mon intervention, c'est pour dire, ben oui, je pense que l'ensemble des conseillers, nous sommes effectivement inquiets aussi. Je pense que le collège fait son travail dans les contextes qu'il peut, mais il faut mettre la pression pour effectivement qu'à l'avenir, ce genre de situation délicate sur un budget, sur la gestion des comptes et de l'argent de tout le monde, soit résolu beaucoup plus vite. Merci. Merci. Raphaël. Oui, vous savez que je vais un peu indiquer quand même toutes les initiatives qu'on a prises personnellement, j'ai envie de dire, pour trouver des solutions. La réserve de recrutement aujourd'hui, elle est chez la commissaire d'arrondissement, c'est-à-dire au niveau de la province de Liège, effectivement. Et là, on a toute une série de personnes qui ont passé des examens de receveurs régionaux ou receveurs communaux pour pouvoir répondre voilà, pour pouvoir rentrer en fonction rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on a pris beaucoup de contacts. On a même téléphoné au CRAC, on a téléphoné à Lionel, à beaucoup d'institutions, pour qu'ils nous viennent en aide. À un moment, on s'est dit aussi, qu'est-ce qui est efficace pour le service? Et qu'est-ce qui est efficace pour le service? Au moment où nous avions ces questions, c'était quelqu'un qui venait s'assurer que les affaires courantes étaient gérées. Et les affaires courantes qui étaient gérées, c'était via, et c'est tout ce que nous pouvions nous offrir dans les ressources humaines qui étaient disponibles, c'était un receveur qui venait à un 5e temps. Ni plus ni moins, mais c'était la seule solution pour que, je veux dire, comme Stéphanie l'a souligné, tu l'as souligné aussi, que les différents corps de métier puissent être payés en temps et en heure et qu'on ne doive pas, en plus, avoir des frais de retard et autres. L'élaboration du budget, l'élaboration du compte, j'entends totalement l'inquiétude. Il faut voir que dans chaque MB, on a quand même l'avancement progressif qui tend vers la vision du compte. On a une trajectoire budgétaire, on a toute une série d'éléments qui n'existaient pas il y a encore quelques années, et on a aussi, je pense, dans notre trajectoire budgétaire, surtout à l'initiale, plusieurs éléments que nous allons pouvoir remettre l'ouvrage sur le métier, notamment sur les charges de dette et autres, et avoir une vision sans doute beaucoup plus réaliste de notre capacité pour les prochaines années, en sachant que la situation sera difficile pour toutes les communes de la taille de Warem, et pour les plus grandes également, et pour les plus petites, ce ne sera pas beaucoup plus facile, en raison de l'explosion des coûts des pensions, et en raison d'autres éléments qui sont bien externes à la gestion de la ville, et où on espère que les différents nouveaux pouvoirs pourront venir en aide aux communes. Je pense que ça a déjà été dit, je pense que c'est dit quasi dans chaque exercice budgétaire, que ce soit un compte, un budget ou une modification budgétaire. Et voilà, c'est certainement pas... on espère tous que ce sera disponible dans les délais les plus courts. Et voilà, donc il faut se dire aussi que le directeur financier qui a pris ses fonctions, je pense, le 1er juillet, mais le directeur général peut... C'est le 1er juillet, je pense. Le 2 juillet, pardon. Il a fait tout son possible pour être totalement en ordre sur
j'ai envie de dire, l'incontestablement dû d'un directeur financier. Et ça, c'est d'abord pour protéger la commune avant de pouvoir effectivement donner toutes les garanties à l'ensemble, les garanties, j'ai envie de dire, comme on les trouve dans les comptes. Mais ça viendra dans un temps très rapide. Je vous l'ai dit, le 2 juillet, on est le 26 août. Ça ne saurait prendre que quelques semaines supplémentaires. Sauf si il y a, sauf contre-ordre, j'ai envie de dire. Mais, Merci Raphaël. Je ne vois plus personne. Stéphanie? Non. Voilà. Nous pouvons donc voter. Il n'y a pas de vote. Mais, ah oui, les 2 points, c'est sans demande de vote. Hein. OK, donc on passe directement au suivant. Toujours Lionel, proposition donc suivi du règlement de police concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés. Là, c'est Raphaël. Lionel doit d'abord dire son... Merci. Le 12 février, le Conseil a voté un nouveau règlement de police par rapport à la collecte des déchets ménagers et assimilés. Et lors des débats, nous avions échangé sur un aspect tout à fait spécifique qui concerne la gestion des établissements Horeca, qui ont donc des poubelles particulière par rapport au grand public et qui nécessite donc un suivi particulier également. Lors de ces débats, vous m'aviez dit que peu importe qu'un professionnel fasse appel à une entreprise privée pour emmener ses déchets, il devait malgré tout se conformer au règlement que nous votions et donc il n'y avait pas par exemple, de possibilité pour le professionnel d'occuper le domaine public davantage qu'un particulier ne l'a, et dans des modalités qui seraient différentes. Lors de ce débat, j'ai appris qu'il y avait déjà eu concertation entre la police administrative et différents établissements Horeca pour que justement cette gestion des déchets se passe au mieux afin de ne pas nuire aux riverains. Et cela m'avait rassuré puisque justement j'avais été contacté par une association de riverains qui était particulièrement ennuyée par rapport à une situation de la sorte. Alors, plus récemment, ici, dans l'actualité, j'ai vu que la ville lançait une nouvelle campagne de dératisation. Il est vrai que le groupe Warem Alternative est venu avec ce sujet sur la table à de multiples reprises. Je pense qu'une bonne manière de faire de la prévention en matière de gestion des nuisibles, c'est aussi de s'assurer que la dépose des déchets sur le domaine public respecte bien le règlement de police tel qu'on l'a envisagé, avec des conteneurs fermés et pas de possibilité comme ça d'avoir les nuisibles qui peuvent s'en donner à cœur joie. Par rapport à cette situation qui nous occupait en février, j'avais reçu quelques engagements de votre part de pouvoir aller de l'avant avec une approche similaire de la police administrative pour faire en sorte que le règlement soit respecté. Et maintenant, je reviens pour vous demander si vous pouvez nous rendre compte des différentes démarches qui ont eu lieu et de la situation à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci. Raphaël va te répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Lionel, pour ta question, ton intervention. Alors, j'aime quand même bien, quand on met un point à l'ordre du jour, qu'on soit le plus précis possible, surtout dans ce genre de choses. La dératisation, par exemple, c'est un élément que nous avons également mis à de nombreuses reprises sur la table, et d'ailleurs un élément sur lequel les campagnes de dératisation, on a augmenté le nombre, et également on a augmenté le volume. Est-ce que cela suffit dans tous les cas? Certainement pas, parce que ces petits rongeurs se multiplient évidemment. On va continuer à remettre ça de l'avant dans les prochains budgets, mais lors des derniers budgets,
on avait justement largement augmenté le nombre de dérétisations qu'il y avait jusqu'à présent au Warem, sur conseil également du Conseil en environnement. Je dis ça tout en sachant que cela ne faisait pas partie de l'intervention envoyée à l'ensemble des conseillers. Pour ce qui est vraiment de ta question précise dans le dossier, pour l'établissement que tu vises, c'est-à-dire l'établissement d'abord rue Guillaume-Joachim, parce que ça faisait partie d'une de tes premières remarques. Oui, enfin ici j'ai cité personne en particulier. La dernière fois c'était le cas. Donc, quand on fait référence au 12 février, c'était donc le cas. Les agents constatateurs ont rencontré l'établissement Horeca à plusieurs reprises, comme d'autres, afin de dégager des solutions. Depuis la dernière réunion avec ce gérant, le service des agents constatateurs n'a plus constaté d'infraction, en tout cas c'est ce qu'ils me reviennent, et n'a plus reçu de plainte venant du voisinage. Et vu que la question était posée de telle façon que c'est la réponse que je reçois de l'administration également, donc ils avaient bien vu également de quel établissement on discutait. Concernant les Horeca, jouxtant la place du roi Albert Ier, les agents constatateurs se sont rendus plusieurs fois sur les lieux et auprès des établissements afin de faire le point avec eux. Au fur et à mesure, il y a eu une discussion qui a pu avancer avec la plupart des établissements Horeca, mais un PV a quand même dû être dressé et envoyé aux fonctionnaires sanctionnateurs de la province de Liège afin de sanctionner, parce que malgré les multiples rappels aux règles, il y avait encore des infractions qui ont dû être constatées et donc envoyées à l'agent sanctionnateur. D'un point de vue plus global, on reste en réflexion au niveau des services environnement et de police administrative sur la meilleure façon de répondre de recontextualiser cet endroit et de répondre, aux besoins des Horeca et surtout aux besoins de salubrité publique à cet endroit. Ça, ce sont les deux actions qui sont visées. Comme tu le sais, on avait mis il y a un an un budget de 72 000 € sous réserve d'un dossier accepté pour des subsides chez Intradel. On n'a malheureusement pas eu les subsides dans ce dossier-là. Ça n'a donc pas pu voir le jour. On ne désespère pas non plus de trouver d'autres modes parce que la situation est loin d'être idéale. Tu soulignes le problème de dératisation, mais même la pollution visuelle qu'est cet endroit en plein cœur de Warem, on doit pouvoir le régler et les services sont d'ailleurs toujours en train de travailler sur une solution globale à cet endroit tout en essayant de limiter tous les problèmes ponctuels qu'on peut retrouver chaque semaine à cet endroit. Donc il y a un travail sur les deux aspects. Et pour le reste, je suis tout à fait disposé à en rediscuter en commission. Alors c'est plutôt ce qui est conseillé pour ce genre de points, pour ne pas aller trop dans la technique et peut-être même se rendre sur les lieux pour voir ce qui est le plus adéquat à cet endroit. Merci Raphaël. Grégory. Merci Monsieur le Président. Mais je suis content d'attendre qu'effectivement on ne s'attarde pas uniquement, comme c'était le cas dans les documents qui nous sont parvenus, à un établissement proche de l'avenue Van der Velde, puisque ce sont les documents qui nous sont parvenus, problématique de riverains de l'avenue Émile Van der Velde, donc Lionel et ses voisins. Alors c'est bien effectivement, et c'est important de tenir compte de la réalité du terrain, mais il y a énormément d'autres problèmes d'insalubrité à d'autres endroits, cette problématique d'Horeca. Alors je ne dis pas qu'il y a l'insalubrité au niveau des Horeca, mais il faut y faire attention partout. On avait abordé, et je pense qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux aussi, les poubelles derrière le syndicat d'initiative. Il faut être très attentif. Et de manière générale, je pense que la propreté en ville, c'est un dossier qui nous occupe, qui nous intéresse pour beaucoup, pour ne pas dire pour tout le monde, depuis de nombreuses années. Donc voilà, soyons-y attentifs et ne ciblons pas uniquement un établissement ou une rue ou deux rues en particulier. C'est une problématique qui vaut pour l'ensemble de notre commune. Merci.
Christian? Oui, Monsieur le Président, le point soulevé par Lionel, enfin, ouais, à part qui ciblait une zone bien déterminée, comme l'a rappelé Grégory, enfin, je voudrais aussi souligner la question de la place Ronvaux, parce qu'il y a des établissements aussi Horeca avec, c'est pas contre les établissements Horeca, c'est sur les conséquences. Les conséquences, alors je dis pas que c'est lié, enfin, je suis pas spécialiste dans le domaine, mais c'est la présence de rongeurs. Et à la place Ronvaux, on nous a déjà signalé enfin, la présence de ces petits animaux. Et en l'occurrence, il y a aussi l'occupation du domaine public par des containers qui sont ciblés à destination de l'Horeca. Donc je voudrais qu'on élargisse aussi, pas uniquement, enfin tout le centre-ville, à avoir une attention particulière sur l'utilisation justement de ces containers liés peut-être avec la présence de rats, et qu'on puisse mettre des actions contre les rats en place, mais aussi le fait qu'on range les containers. Et souligner, parce qu'on parlait de la propreté du centre-ville, enfin, moi je trouve que le centre, il y a un travail exceptionnel qui est fait par les cantonniers, et il faut le souligner aussi ici, parce que pour moi c'est pas tellement en lien, c'est plutôt des comportements individuels, commerciaux, où on n'a pas toujours le temps, quand on a une grosse activité, il y a beaucoup de déchets, donc, et comme il n'y a pas d'endroit caché pour les mettre et que c'est sur la voie publique, ça cause des nuisances à tout le monde. Merci. Merci Christian. Thierry? Et voilà, merci Président. Juste un point d'attention sur lequel j'étais déjà venu en conseil communal, comme on parle poubelle et déchets, c'est le quai 4 à la gare. J'avais déjà abordé ce point-là, puisqu'il y a une zone qui appartient en partie à la ville, en partie à Infrabel, où il y a donc des rongeurs. J'aimerais vraiment bien que la ville envoie un courrier à Infrabel pour modifier les poubelles, parce que franchement, les poubelles actuellement, ce sont encore des sacs qui pendent sur des supports, et donc les rongeurs viennent manger les restes de nourriture qui est à l'intérieur. C'est infernal. Moi qui prends souvent le train, j'en vois tout le temps. Donc c'est vraiment un problème important, et je pense que les campagnes de dératisation, c'est bien, mais empêcher qu'ils soient là, c'est mieux. Donc je pense que lutter contre les déchets ne les fera pas venir. Ok, merci. Raphaël? Non? Voilà. Oui, Lionel. Je voulais remercier Raphaël pour les éléments de réponse qui ont été fournis. On est bien d'accord sur l'intérêt d'étendre l'aspect salubrité et propreté à l'ensemble, évidemment. Maintenant, je relayais aussi ce que un comité à part me ramène également comme constat, et je suis content qu'il puisse trouver réponse. Simplement, est-ce que les éléments dont tu as fait mention sont disponibles dans le cadre du droit de regard, c'est-à-dire les différentes visites et travaux réalisés par la police administrative? Je ne sais pas de quel document, constat, PV ou autre document cette visite, sur quoi elle a donné lieu, mais est-ce qu'on pourrait l'obtenir? C'est juste quand tu dis travaux, moi je me dis des travaux... non, non, il n'y a pas eu de travaux. Oui, mais oui, par contre, effectivement, les PV, le fait qu'ils soient déplacés, si jamais il y a des fiches qui ont été établies... Par exemple. En tout cas, tu peux recevoir, par exemple, le projet de réponse qui m'avait été soumis aujourd'hui. Ça, c'est un élément que tu pourras déjà analyser. Merci d'avance pour ces documents, en tout cas. Voilà, ce point n'appelant pas de vote, nous pouvons passer alors aux questions orales. Et je donne la parole en premier lieu à Grégory pour sa question. Merci, Monsieur le bourgmestre. Question sur la nouvelle fresque sous la gare et de possibles actions similaires. C'est bien ça, merci. Et je voudrais d'abord commencer en félicitant le travail des artistes, évidemment, ceux de la Maison des Jeunes qui ont magnifiquement décoré ce tunnel sous la gare il y a quelques jours, donc c'est tout récent.
Au-delà des jeunes, félicitations aussi à toutes celles et ceux au niveau de l'administration et au niveau du collège et au niveau des contacts avec Infrabel et ou la SNCB qui ont rendu cela possible, car voilà un projet positif qu'il était important de mettre en avant ici aussi au sein du Conseil, après les articles de presse et après la communication qui avait déjà été faite par la ville. Mais comme cette fresque est une réussite, j'aurais aimé savoir si d'autres projets semblables étaient déjà envisagés avec la Maison des Jeunes, ce qui pourrait donner lieu à une plus vaste initiative au travers de la ville qu'on pourrait nommer Graftaville, hein, si on a vraiment plein d'ambitions et plein de lieux qui pourraient être choisis. On a déjà entendu parler et vu sur les réseaux sociaux que le tunnel qui relie les rues Ernest Malvaux et du Tumulus était dans un état aussi un petit peu difficile au niveau de la propreté. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'envisager et se concrétiser à cet endroit-là? Je suis encore intervenu sur le point juste avant, sur la propreté de la ville. C'est un sujet effectivement auquel je suis attentif depuis mon entrée ici au conseil communal. Et donc, moi, je proposerais aussi peut-être d'envisager d'embellir certaines bulles à verre, puisqu'on entend souvent en commission environnement que la crasse entraîne la crasse. Les bulles à verre, ce ne sont pas les endroits les plus propres non plus. Apporter une petite touche d'embellissement sur ces éléments-là pourrait peut-être réduire les dépôts clandestins. Mais j'ai aussi surtout envie de vous dire, laissons les jeunes de la Maison des Jeunes s'exprimer au travers de leur art, mais aussi au travers de leurs envies. Et donc, demandons-leur de proposer des endroits, des thèmes pour embellir d'autres lieux de Waremme. Voilà. Merci, Grégory. C'est Julien qui va te répondre. Merci, Monsieur le Président. Et d'abord, merci Grégory pour ta question, parce qu'effectivement, quand on observe le travail et le résultat fait par les jeunes, je pense qu'on ne peut être que satisfait par rapport à l'apparence du tunnel avant et l'apparence du tunnel après. Donc effectivement, je pense que ça a le mérite et ça doit être souligné. Donc effectivement, tu as totalement raison. Je pense que le conseil communal est un endroit parfait pour les remercier et les encourager à effectivement, éventuellement reproduire ce genre d'événement. Alors, effectivement, cette procédure n'a pas été si facile que ça, puisque, comme tu le sais, il s'agit d'un site Infrabel, et donc de nombreux contacts ont dû être pris avec Infrabel. Une représentante de cette société s'est rendue à la Maison des Jeunes dans les alentours du mois d'avril, et les jeunes, en fait, ont présenté leur projet à cette personne qui a elle-même dû aller le défendre auprès d'un comité là-bas à Bruxelles. Et nous avons reçu la bonne nouvelle fin juin, comme quoi la SNCB en fait acceptait le partenariat et donc laissait, suite à la présentation du projet, laissait les jeunes de la MJ pouvoir bénéficier et utiliser cet espace pour mettre en pratique leur projet, ce qu'ils avaient imaginé, ce qu'ils avaient dessiné. Donc effectivement, je pense que c'est un super projet, ça donne super bien et c'est quelque chose qu'on a déjà essayé, des exemples de collaboration et de support artistique ont déjà été créés par le passé, que ce soit Chemin des Hirondelles, le Conseil communal des enfants aussi avait proposé de décorer les poubelles pour inciter les personnes à se lancer dans le tri. Donc ce sont des choses qui avaient déjà été faites et je pense qu'effectivement c'est toujours un point très positif quand les jeunes d'une ville peuvent s'accaparer et un peu participer au développement et à l'embellissement de leur ville. Donc effectivement, il faut absolument les encourager. La Maison des Jeunes, comme tu le dis, comme tu l'as précisé, fonctionne sur base des projets des jeunes. Donc il n'est jamais question de leur imposer quoi que ce soit. Les idées viennent d'eux. Et puis c'est en fonction des idées que toute l'équipe de la Maison des Jeunes, les animateurs que je remercie et que je salue pour leur travail ici, eh bien, les accompagnent dans l'objectif de réaliser les projets émis par les jeunes. J'espère que cette idée a semé quelques graines pour d'autres sites sur Waremme. Et je pense que les sites que tu as mentionnés, comme les tunnels effectivement de la rue Malvaux et la rue du Tumulus, sont des excellents exemples sur lesquels on pourrait reproduire cette collaboration entre la Maison des Jeunes et la SNCB, peut-être d'autres partenaires. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une excellente initiative. Et oui, mais en tout cas, pour ma part, je suis absolument favorable, et je pense que personne ici ne sera contre, à ce genre d'aménagement, d'embellissement, surtout quand c'est fait et que ça vient de la part de jeunes de notre ville. Donc voilà.
Je te remercie pour tout ça. Petite précision, en ce qui concerne les bulles à verre. En fait, les bulles à verre subissent chaque année un nettoyage qui se fait à très haute pression. Et donc, on s'était déjà renseigné pour savoir quelle serait la faisabilité d'un décor, ou en tout cas de les mettre peut-être en peinture. Et on nous l'avait fortement déconseillé, puisque ce serait peut-être quelque chose qui devrait être recommencé chaque année. Et parfois, ce n'est pas la même bulle qui reste dans la même commune, puisque certaines bulles, en cas d'usure ou en cas de défaut, sont reprises à la société vient remettre une nouvelle. Mais je pense qu'il y a d'autres exemples, comme les cabines électriques. Enfin, je pense qu'il y a effectivement plein d'autres exemples de petits mobiliers urbains comme ça qui ne ressemblent pas à grand-chose et qui pourraient avoir un petit coup de lumière, un petit coup de propre, si on laissait libre cours aux artistes. Voilà, je te remercie pour ta question. Merci Julien. Grégory? Et moi, je te remercie pour ta réponse, très complète. Je dirais juste, on a des contacts avec la SNCB, donc pourquoi pas justement en profiter, montrer avant-après ce que ça a donné. Ça pourrait aider à jouer. Les bulles à verre, je comprends, j'ai envie de dire dommage, parce qu'effectivement, c'est un endroit qui serait propice. J'avais vu que ça se faisait dans d'autres communes, mais qui n'ont peut-être pas le même plan de nettoyage régulier. Donc voilà. Et les cabines moyenne haute tension, c'est effectivement un très bel endroit. Il y en a une qu'on ne peut pas bouger d'ailleurs au niveau du nouvel axe pénétrant. Hein. Tu vois très bien lequel. Ça pourrait justement être un endroit à embellir. Voilà. Mais merci pour la réponse. Ok. Nous passons maintenant à la question de Lionel sur le moratoire concernant les projets d'urbanisme. En effet, une fois de plus, je reviens vers vous pour avoir des nouvelles sur une mesure que nous avons prise ensemble. C'était, je pense, il y a un peu plus d'un an, juillet 2023, où le collège a été chargé de freiner les projets d'urbanisation des parcelles qui ne sont pas encore artificialisées. Et donc, je venais tout simplement pour voir votre avis sur l'efficacité de cette mesure et comment vous aviez mis les choses en place. Merci. Aurélie? Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, un petit rétroac. Donc, effectivement, au Conseil du 17 juillet 2023, le Conseil a été amené à se positionner sur un document fixant les orientations urbanistiques souhaitées pour le territoire, appelé, comme tu l'as dit, le moratoire. Ce vote faisait suite à un avis défavorable du Conseil communal du 10 juillet sur le projet de schéma de développement territorial, notamment par rapport au manque d'analyse spécifique et l'absence de prise en compte des spécificités locales. En date, le 1er août dernier, le gouvernement wallon a adopté ce SDT. Le SDT donc, définit la stratégie territoriale pour la Wallonie. Il oriente les décisions régionales et communales en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Pour rappel, on a voté un moratoire. Il propose des mesures concrètes qui permettent d'optimiser le territoire en maîtrisant l'artificialisation et en luttant contre l'étalement urbain. L'objectif majeur de cette réforme est l'optimisation spatiale pour répondre aux défis actuels, soit 0% d'artificialisation des terres à l'horizon 2050. Voilà donc ce que proposait le SDT. Donc, comme je l'ai dit, un moratoire a été voté en conseil communal le 17 juillet 2023. Dans votre question, vous nous demandiez la légalité de la mesure du moratoire. C'est une mesure légale puisque la position votée par le conseil communal repose sur l'article D458 du Code du développement territorial relatif à la planification urbaine en cours, précisant que le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, ou l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma communal. Le refus de permis fondé sur ce motif devient caduc si le nouveau plan ou le schéma n'est pas entré en vigueur dans les 3 ans qui suivent la décision des établissements et de révision. La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur le dit motif. Pourquoi ces différents rappels ? C'est tout simplement que, comme précisé ici, nous allons devoir nous positionner sur un schéma de développement communal. Donc,
Le SDT a été voté, malgré notre moratoire. Nous allons devoir intégrer pour, donc ici dans les 3 ans, les différentes mesures dans le SDC. Donc, pour que cette mesure soit efficace, il va falloir analyser sur une période plus longue le temps de développement de projets immobiliers, pouvant être long d'une part, et dans le cadre du diagnostic à réaliser par l'auteur qui devra être désigné dans le cadre de l'établissement du schéma du développement communal. Donc ici, la mission sera longue. C'est un projet que nous avions à entrer dans notre PST. Donc, pour vous dire si elle a été efficace, nous allons devoir analyser, rentrer ce schéma de développement communal qui, comme je vous le dis, fait partie de notre PST. Maintenant, au vu de la temporalité, on espère rentrer ça rapidement, le plus rapidement possible. Voilà. Merci Aurélie. Oui. Réponse. Merci Aurélie pour ces éléments de réponse. Alors comme je ne suis pas spécialiste, il y a quand même un élément où s'il y avait moyen d'avoir la précision, ce serait bien. Est-ce que je dois comprendre que puisque en avril 2024, on a eu ce SDT qui est rentré en vigueur, le moratoire de la ville n'a plus lieu d'être? Ou alors au contraire, est-ce que lui, il continue jusqu'à l'entrée en vigueur du SDC à venir, j'imagine, rapidement? Je ne peux pas répondre normalement. D'accord. Enfin, c'est une demande de précision parce que l'élément m'avait un peu échappé, c'est assez technique, mais ce n'est pas grave du tout. Le règlement ne je comprends, pas je comprends. Une deuxième réponse, sinon on part dans le débat. On s'égare. Ça va? Merci pour les éléments en tout cas, Aurélie. Okay, nous passons maintenant à la question d'Yves. Oui, merci. Ma question ce soir concerne les caméras dont nous avons à de nombreuses reprises, même en début de mandature, parlé, et notamment quant au lieu de leur implantation. De nombreuses caméras ont été installées, donc depuis plusieurs années, pour accroître la sécurité de nos concitoyens et lutter contre les incivilités. Depuis leur installation, de nombreux mois et probablement même un peu plus se sont écoulés. Au cours de cette période, différents faits divers ont eu lieu et dans le centre-ville, et je mentionne surtout des choses comme les rodéos urbains ou les différents phénomènes qui ont agité le quartier dit de la Gare. Les caméras dont je parle sont donc bien celles installées, je ne sais pas, au niveau de la place Albert Ier, du parking des combattants ou de la place Rondeau. Ma question est donc, pouvez-vous nous dresser un bilan de l'utilité qu'ont pu présenter ces équipements et surtout nous donner un état des lieux de leur caractère opérationnel? Pourquoi cette question? Parce que rappelez-vous, au début de leur installation, on a connu quelques fonctionnements un peu boiteux. On a eu une fois une caméra qui ne fonctionnait pas, une autre fois des branches étaient devant et une troisième fois, durant la nuit, leur visibilité nocturne était relativement pauvre. Donc, peut-on garantir à nos concitoyens que ces caméras peuvent les aider à résoudre des recherches d'auteurs de troubles dès lors qu'ils sont victimes d'actes accidentels ou délictueux? Je pense qu'ils seront heureux de le savoir. Je vous remercie par avance. Merci Yves. Je vais commencer par être très clair en matière de rodéo urbain, phénomène qui nous préoccupe au plus haut point depuis plus qu'un certain temps. Plusieurs numéros de plaques ont pu être relevés grâce à diverses sources, notamment caméras, mais voilà, diverses sources. Et les propriétaires des voitures concernées sont convoqués à la zone de police pour toute une série de vérifications et plus s'il est échec. Voilà, mais je vais vous dire donc la réponse qui nous a été fournie par nos services. Les caméras
comme tu le sais, sont mises en place par les agents constatateurs en accord avec la responsable du service environnement. Celles-ci sont installées sur des sites répertoriés comme étant problématiques au niveau des incivilités environnementales uniquement. Ces lieux sont répertoriés en collaboration avec le service de la voirie. Nous permettons également de rappeler que l'acquisition de ces caméras a été en partie réalisée avec l'aide d'une subvention dans le cadre d'un appel à projet, acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l'amélioration de la propriété publique 2021. Les incivilités telles que les rodéos urbains, je viens d'en parler, sont liées à des infractions de roulage, infractions pour lesquelles les agents constatateurs communaux ne sont pas compétents. Il s'agit d'une mission police, je viens de le repréciser. En respect du règlement communal adopté en adéquation d'utilisation des données collectées par ces caméras, si des infractions relevant de la compétence exclusive de la zone de police sont collectées, la ville les transmettra en respect du règlement général de la protection des données personnelles aux effectifs policiers concernés, ce qui n'a pas été constaté jusqu'à ce jour. Nous permettons de rappeler que plusieurs caméras de police sont installées aux différents endroits où les rodéos urbains sont souvent relevés. Seule la police, donc, est responsable du traitement de ces images. La ville de Waremme n'est en aucun cas légalement compétente pour ces usages. Le service des agents constatateurs est seulement compétent pour dresser un bilan sur l'utilité de ces équipements au niveau des infractions environnementales, notamment les dépôts clandestins. Il n'y a pas encore un recul nécessaire valable qui permet de pouvoir rendre un compte-rendu officiel et solide. J'ai bien conscience que la réponse n'est pas exhaustive, précise au niveau du nombre d'infractions, du nombre d'incivilités, mais il faut reconnaître que certaines questions posées à la limite de l'acceptation, je veux dire, c'est-à-dire 10 heures du matin, nécessitent de la part de nos services des recherches, surtout lorsqu'elles portent sur un certain nombre de mois et que les effectifs de police ne sont pas nécessairement disponibles le lundi après-midi comme ça au pied levé pour établir ces statistiques. Ce que nous proposons donc, c'est de demander à nos services plus de détails. Tu peux transformer ta question en question écrite. Il y sera répondu. Ou bien alors on peut en reparler en commission prochainement. Mais le phénomène est important et nous y sommes attentifs. Voilà Yves. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Effectivement, hein, la réponse est un peu en marge de celle que j'attendais, mais la motivation me semble tout à fait raisonnable et je comprends. Je remercie déjà les services qui ont concouru à la réponse qui a été ainsi formulée. Poser la question ne visait évidemment pas, et vous en doutez, j'en suis sûr, à mettre qui que ce soit mal à l'aise. Le temps requis pour préparer une réponse, je l'entends, peut prendre parfois plusieurs heures. Néanmoins, par rapport au fonctionnement des caméras, j'aimerais qu'une réponse puisse être faite pour assurer et rassurer la population quant à leur parfait fonctionnement. C'est un sujet qui a déjà été évoqué, quelques doutes parfois dans la presse ou ailleurs avaient été instillés. Nous avons installé ces caméras après débat, de bons débats, les localisations ont été décidées en commun. Je pense qu'elles produisent un effet, je veux juste m'assurer moi et rassurer tout le monde quant au fait qu'elles donnent un résultat, elles sont opérationnelles et que les fauteurs de troubles sont repérés, sont
sont contraints à stopper leurs activités qui dérangent. Et parfois, la bonne satisfaction du fonctionnement de ces caméras est aussi un élément qui doit être communiqué pour que chacun sache à quoi s'attendre. La population l'attend, donc voilà, à l'occasion, une communication là-dessus me semble opportune. Mais merci encore pour la réponse. Merci. Nous passons alors à la dernière question. Thierry, sur la rue de la Costale et la rue Hubert-Crins. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne les travaux. La ville de Warem a fait des travaux d'amélioration en termes de mobilité et de sécurité routière. D'une part, rue de la Costale, où la voirie a été refaite et des zones de stationnement alternées ont été mises en place, puisqu'à l'époque, les véhicules se croisaient et arrachaient les rétroviseurs des riverains. Et d'autre part, rue Hubert-Crins et rue des Combattants, où des soucis d'accidents réguliers ont un peu agité l'actualité. Et donc, la ville a mis en place également un nouveau carrefour totalement repensé avec des potelets jaunes, qui d'ailleurs a un peu perturbé les gens au départ, mais qui, aujourd'hui, a sa place. Et je ne sais pas du tout ce qu'il en est par rapport, justement, à ma question suivante. C'est de savoir s'il y a eu des accidents dans ces deux zones, donc rue de la Costale et rue Hubert-Crins depuis l'aménagement de ces voiries, et s'il y a eu des accidents, combien, quelle gravité et en combien de temps, parce que si c'est un accident sur 3 mois, un accrochage, c'est pas trop grave, si c'est 2 par jour, ça m'inquiète. Et deuxième question, la ville a-t-elle reçu des plaintes des riverains suite à ces modifications de voirie? D'avance, merci pour les réponses. Merci Thierry. Je commencerai par te livrer la même réflexion que celle que je viens de livrer à Hervé. Le manque de temps, évidemment. À Yves, pardon. Il serait souhaitable, évidemment, qu'un peu plus de temps soit donné à nos services pour envisager une réponse plus complète, surtout lorsqu'il s'agit de statistiques portant sur un certain nombre de mois. Néanmoins, nous avons demandé à nos services ce qu'il en était. Le service des agents constatateurs n'a pas connaissance d'incidents et de plaintes concernant l'objet de ta question orale. Quant au service de police, voici leur réponse. La recherche sur les lieux désignés, plage s'étalant du 1er mai à aujourd'hui, est négative, hormis un problème récurrent rue de la Costale d'un riverain réfractaire qui a été verbalisé et qui le sera chaque fois qu'un constat d'infraction de stationnement sera effectué, car force doit rester à la loi. Pour le reste, nos services vous rappellent vraiment, pour ce genre de questions, ou bien de les transformer en questions écrites, mais je comprends l'intérêt de les poser en questions orales, mais de grâce, laissez-leur le temps de confectionner cette réponse de la manière la plus appropriée. Voilà, Thierry. Merci pour la réponse. Je suis bien conscient que parfois certains dossiers sont plus compliqués à obtenir des réponses à des questions orales, mais alors il faut revoir les règlements parce que voilà, on peut envoyer une question. Avant c'était jusqu'à midi, maintenant c'est 10 heures. Moi je l'ai envoyé, je pense, même dimanche soir, si je ne me trompe pas, ou lundi matin très tôt. Donc voilà, donc si on va vers ça, si on n'a jamais de réponse en conseil communal, je dirais complète, alors revoyons le règlement parce que voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir la réponse. Merci, Président. Je pense que sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord. Voilà, nous devons approuver le PV du Conseil précédent
du 22 juillet. Êtes-vous... Oui, Thierry? Merci, Président. Juste par rapport à ce conseil communal-là, de fin juillet, je trouve un petit peu regrettable que la ville ait pris la peine de sonner à tous les conseils communaux pour savoir s'ils seraient présents ou non à ce conseil communal-là, et que malgré les réponses de plusieurs conseillers qui n'étaient pas présents, le conseil a quand même eu lieu, avec quand même des points importants. Voilà, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir tenu compte du nombre d'absents à ce conseil. Je pense que les raisons d'organiser le conseil communal au 22 juillet sont connues, ont été connues de tous, et donc ne revenons pas sur ce point. Voilà, moyennant cette réflexion, peut-on approuver le PV du Conseil? Oui. Alors, on passe au... Je dois donner les résultats du vote. Sur quel point? Unanimité? Oui. Voilà. Décidément. Il est temps qu'on passe au huis clos. Voilà.